Hi, everyone. Welcome to the first edition of the Paris Peace Forum. I am here today as the chair of the steering committee, and I'm honored to speak on behalf of the amazing forces of the Paris Peace Forum organization and welcome you all here today. On a personal note, I'm a social activist based out of India, and I run an organization called She Says. Our work focuses on youth civic engagement and gender equality. And having worked with survivors of sexual abuse, having worked with families who've lost children to abuse, having engaged with the most vulnerable and marginalized communities, not just in India, but around the world, I have seen up front how violence and absence of peace can destroy individuals, families, and communities. We're here today to mark the centenary of the armistice and reinforce the pledge of never again. But if we are being honest, and this place begets us all to be honest, we are living in increasingly dangerous times today, with challenges that go beyond borders, then be it global warming, forced migrations, cyber threats. We're also living in times of deep contradictions. On one hand, we are bound together by our problems, local issues translating to global challenges that threaten peace as we know it. Yet some forces see fit to talk of walls, peddle populism, and divisive hate rhetoric. We cannot hope to have peace with talks of less cooperation and countries looking inwards. Now more than ever, we need to lean on good governance and leadership. President Macron, when you launched the initiative, Make Our Planet Great Again, that message went well beyond the global north. It reached us all. When we witnessed President Macron and Chancellor Angela Merkel hold hands in unity yesterday, that picture of solidarity is what today's youth will look to for inspiration. So thank you for sending that clear message to all of us. And speaking of inspiration, I had the fortune of meeting the amazingly inspiring Nadia Murad, who we have with us here today. And her words will forever haunt me. She said, "Hope is dangerous. Hope has an expiration date." I'm heartened to be here today to represent the Paris Peace Forum, because this forum recognizes that we must convene all actors of governance and work together with the utmost sense of urgency if you're serious about maintaining peace. This forum recognizes that for real peace and tangible actions, we must go beyond just talk to highlight and debate upon solutions that we see there to address global problems. As a global community, we don't need walls to address our problems. We need international cooperation, we need an actively engaged civic society, and we need good leadership. And that is the ethos of Paris Peace Forum. Mes chers amis, nous devons être unis à tout prix afin d'assurer la paix. And on that note of unity, it is my great honor to welcome President Emmanuel Macron to the stage to share his words. Thank you. Such a pleasure. Thank you. Merci beaucoup, Trisha. Mes chers amis, mesdames, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers amis, je souhaitais juste prononcer ici quelques mots d'accueil. Ces cérémonies du centenaire de l'armistice de 1918, l'histoire retiendra sans doute une image, celle de 84 chefs d'État et de gouvernement réunis, alors qu'hier ils représentaient des nations belligérantes, réunis sous l'arc de triomphe dans la paix. Mais ce qui demeure incertain pour l'avenir, c'est la façon dont sera interprétée cette image. Sera-t-elle le symbole éclatant d'une paix durable entre les nations, ou au contraire la photographie d'un dernier moment d'unité
avant que le monde ne sombre dans un nouveau désordre. Et cela ne dépend que de nous. Le monde dans lequel nous vivons est fragilisé par des crises qui déstabilisent nos sociétés, la crise économique, écologique et climatique, le défi migratoire. Nous sommes fragilisés par la résurgence de menaces capables de frapper à tout moment, le terrorisme, la prolifération chimique ou nucléaire, la cybercriminalité. Et nous sommes fragilisés par les retours des passions tristes, le nationalisme, le racisme, l'antisémitisme, l'extrémisme, qui remettent en cause cet horizon que nos peuples attendent. C'est pourquoi nous avons voulu organiser ce forum de Paris sur la paix, qui a vocation à se reproduire chaque année, afin que nous tous et toutes, chefs d'État et de gouvernement, bien sûr, et je veux remercier toutes celles et ceux ici présents qui se sont mobilisés et qui sont là, mais également représentants des organisations internationales, organisations non gouvernementales, pouvoirs locaux, associations, entreprises, fondations, intellectuels, journalistes, activistes, comme vous l'avez dit, cher Trisha, toutes celles et ceux qui font aujourd'hui le monde et qui peuvent le changer. Ce forum de Paris sur la paix a pour vocation chaque année de réunir les uns et les autres pour promouvoir des actions concrètes, pour que ce travail de paix avance un peu plus chaque année. Et c'est aussi pour cela que je veux saluer ici la présence de la co-lauréate du prix Nobel de la paix 2018, Nadia Mourad, qui lancera dans quelques instants un projet très concret pour consolider la paix à travers sa fondation pour le Sinjar dans le nord de l'Irak. Merci à vous. Voilà, mes chers amis, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que tous ceux qui sont tombés il y a 100 ans, comme le disait Clémenceau, ont des droits sur nous. Et c'est là que gît notre devoir. Il y a 100 ans, nous n'avons pas réussi à gagner la paix, parce que la France et l'Allemagne ont continué de se diviser. Et d'humiliation en crise, en montée des totalitarismes, 20 ans plus tard, la guerre ressurgit. C'est pourquoi je tenais absolument à ce que ce premier forum de Paris sur la paix soit inauguré par Madame la chancelière Angela Merkel. Merci, chère Angela. Et il y a 100 ans, nos prédécesseurs ont tenté de construire durablement cette paix. Ils ont inventé la Société des Nations, la première forme de coopération internationale, mais elle s'est fracassée sur l'unilatéralisme de certains, sur les crises économiques, morales et les nationalismes. C'est pourquoi je souhaitais que le deuxième intervenant pour ouvrir ce forum de Paris sur la paix soit le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Merci, cher Antonio, d'être là. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je tenais à vous dire en vous remerciant pour votre présence et en remerciant la chancelière Merkel et le secrétaire général Guterres pour leur présence et leurs mots, et je leur cède la parole. Merci à vous. Sehr geehrte Damen und Herren Präsidenten, lieber Emmanuel Macron, sehr geehrte Damen und Herren Ministerpräsidenten, Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben heute Morgen, und ich glaube, ich sage das im Namen aller, in einer bewegenden Zeremonie der Tatsache gedacht, dass am 11. November gegen 11 Uhr morgens vor genau 100 Jahren die Nachricht von einem Waffenstillstand an der Westfront die Runde machte. Meldereiter mit Trompeten haben damals den Waffenstillstand verkündet.
Soldaten feierten und wir haben von den Gefühlen nochmal einen Rückblick erhalten. Für diesen Krieg damals musste ein neuer Begriff geschaffen werden. Das war der Begriff des Weltkriegs. In Frankreich und Großbritannien sagt man der große Krieg. Er sprengte alles, was sich die Menschheit bis dahin angetan hatte. Euphorie, Hurrarufe, die Propaganda vom schnellen Sieg standen am Anfang des Krieges. An seinem Ende waren 17 Millionen Tote. Wie konnte so etwas in fortgeschrittenen Staaten, in Staaten, die von der Aufklärung sprachen, eigentlich geschehen? Der technische Fortschritt wurde damals missbraucht. Massenvernichtungswaffen, Gasbomben, U-Boote wurden ohne jede Rücksicht auf Verluste eingesetzt. Zivilisatorische Grundsätze wurden komplett ignoriert. Deutschland wurde geschlagen, wir alle haben verloren. So drückte es General de Gaulle aus. Dieser Krieg mit seinem sinnlosen Blutvergießen zeigt, wohin nationale Selbstherrlichkeit und militärische Überheblichkeit führen können. Und er macht bewusst, welche verheerenden Folgen Sprachlosigkeit und Kompromisslosigkeit in Politik und Diplomatie haben können. Wir schauen heute, 100 Jahre später, zurück auf diesen Krieg. Wir gedenken der Opfer, der Frauen, Männer und Kinder. Wir gedenken der Soldaten, die an der Front ihr Leben ließen. Aber, und deshalb, lieber Emanuel, bin ich dir so dankbar, dabei können wir nicht stehen bleiben, sondern wir müssen uns fragen, was bedeutet das für uns heute? Wir alle wurden hier gebeten, ein Buch zur Bibliothek des Friedens beizusteuern. Ich habe Käthe Kollwitz' Buch Briefe an den Sohn ausgewählt. Eine große Künstlerin aus Deutschland schreibt über ihre beiden Söhne, über den einen Sohn, der in Belgien ganz früh in diesem Krieg gefallen ist, und ihr flehentliches Hoffen, dass der andere Sohn überleben möge, ein Sanitäter. Das Herz ist einem so entsetzlich schwer, schreibt sie. Warum bloß das Sterben dieser allerschönsten Jugend und das Lebenbleiben der Alten? Und dass ich heute hier stehe, als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, das ist eine Ehre für mich. Ich danke Emmanuel Macron auch für das, was wir gestern erleben konnten. Denn bis vor kurzem stand in Compiègne, wo der Waffenstillstand geschlossen wurde, vor fast 100 Jahren, geschrieben und erinnert an die Arroganz der Deutschen. Und diese Zeilen wurden jetzt ersetzt durch die Freundschaft, durch die Partnerschaft von uns. Und das ist ein großartiges Zeichen. Aber das ist natürlich auch Verpflichtung. Denn es ist heute alles andere als selbstverständlich, insbesondere nach dem Leid, was die Deutschen dann in 2 Weltkriegen über ihre Nachbarn, über Europa und die Welt gebracht haben. Es ist eine großherzige Einladung unter Freunden. Und den Frieden, den wir heute haben, den wir zum Teil schon als allzu selbstverständlich nehmen, der ist alles andere als selbstverständlich und für den müssen wir arbeiten. Und deshalb möchte ich auch von meinen Sorgen sprechen, die sich für mich in unser heutiges Gedenken mischen. Die Sorge etwa, dass sich wieder nationales Scheuklappendenken ausbreitet, dass wieder so gehandelt werden könnte, als könne man unsere wechselseitigen Abhängigkeiten, Beziehungen und Verflechtungen einfach ignorieren. Wir sehen doch, dass internationale Zusammenarbeit, friedlicher Interessenausgleich, ja selbst das europäische Friedensprojekt wieder in Frage gestellt werden. Wir sehen die Bereitschaft, Eigeninteressen schlimmstenfalls auch mit Gewalt durchzusetzen. Letztes Jahr wurden, Herr Generalsekretär der Vereinten Nationen, 222 gewaltsam ausgetragene Konflikte auf der Welt gezählt. 222. Laut dem UNHCR waren weltweit 68,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Mehr als zum Beispiel Frankreich Einwohner hat. Und noch bedrückender werden diese Zahlen, wenn wir uns ansehen, wen die Konflikte am härtesten treffen. Mehr als eine Milliarde Kinder sind von aktuellen Konflikten betroffen. Kinder machen 52% der Flüchtlinge aus.
Schätzungen zufolge werden bis zu 250.000 Mädchen und Jungen als Kindersoldaten missbraucht. Und angesichts dessen, was wir erlebt haben und angesichts der Tatsache, dass wir eigentlich denken, dass wir daraus Lehren gezogen haben, muss uns das fassungslos machen. Genauso wie die Bilder aus Syrien, aus dem Jemen. Aber sie dürfen uns nicht fassungslos und nicht sprachlos machen. Und vor allem, sie dürfen uns nicht tatenlos machen. Auch das ist doch eine Lehre aus der Geschichte. Wir dürfen uns einfach mit den bewaffneten Konflikten nicht abfinden, egal wie nah oder fern von Europa sie ausgetragen werden. Kein Staat, keine Religion, keine Bevölkerungsgruppe und kein einzelner Mensch darf von uns abgeschrieben werden. Und das heißt, wir müssen für eine politische Lösung in Syrien arbeiten. Verschiedene Gruppen tun dies, aber sie haben den Weg zueinander noch nicht gefunden. Wir haben uns neulich mit dem russischen Präsidenten, dem türkischen Präsidenten, Emmanuel Macron und ich in Istanbul getroffen, um die verschiedenen Aktivitäten zusammenzubringen. Ich möchte Herrn de Mistura danken, den Vereinten Nationen, für alles, was unternommen wird. Aber es bleibt noch ein steiniger Weg. Aber wir dürfen das Ziel nicht aufgeben. Und während wir hier miteinander arbeiten und gedenken, müssen wir wissen, dass sich im Jemen wahrscheinlich die größte humanitäre Katastrophe abspielt, die im Augenblick auf der Welt stattfindet. Und nur die Tatsache, dass wir wenig Bilder sehen, hält uns davon ab, erschrocken zu sein. Aber die Abwesenheit von Bildern darf nicht zur Tatenlosigkeit führen. Und deshalb hat am Rande, und ich bin dafür sehr dankbar, in vielen Gesprächen hier das Thema Jemen eine Rolle gespielt. Und ich glaube, die Welt muss handeln, um hier zu einem Waffenstillstand und humanitärer Versorgung zu kommen. Liebe Freunde, mangelnde Bereitschaft und mangelnde Fähigkeit zum Dialog. Genau daraus hat sich das Misstrauen und die Kriegslogik genährt, die 1914 eine ungeheure Gewaltmaschinerie in Gang gesetzt hat. Die Sprachlosigkeit. Es gibt ein Buch über den Ersten Weltkrieg, das spricht von den Schlafwandlern. Das war im Wesentlichen der Grund des kollektiven Versagens, das in die Krise und Katastrophe führte. Und genau diesen Schluss hat damals der amerikanische Präsident Wilson gezogen. Mit seinen berühmten 14 Punkten sprach er sich unter anderem für einen allgemeinen Verbund von Nationen aus. Ein institutionalisierter Dialog sollte heilsamen Druck erzeugen, um künftigen Konflikten vorzubeugen. Wir alle wissen, der Völkerbund wurde gegründet und er scheiterte. Die Welt erlebte, wie Deutschland den Zweiten Weltkrieg entfesselte, den Zivilisationsbruch der Shoah verübte und den Glauben an die Menschlichkeit erschütterte. Danach war nichts mehr wie vorher. Es konnte und durfte ja auch nicht so sein. Und die Antwort war die Gründung der Vereinten Nationen. Die Staatengemeinschaft schuf eine Rechtsordnung, einen Rahmen für internationale Zusammenarbeit. Beides wurde untermauert von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die die UN-Generalversammlung vor 70 Jahren verkündete. Ich frage mich oft, stellen Sie sich einmal vor, wir müssten heute als die heutige Staatengemeinschaft wieder so eine Erklärung für die Menschenrechte verabschieden. Würden wir das schaffen? Ich fürchte, nein. Und deshalb sollten wir das, was damals geschaffen wurde, aus dem unmittelbaren Erleben des Schreckens, hüten, schützen und fortentwickeln. Und ich weiß auch, dass es schwer ist, überall rechtlich bindende Beschlüsse zu fassen. Aber es ist gelungen, immerhin das umfassende Gewaltverbot der UN-Charta zu schaffen, das Gewaltmonopol des UN-Sicherheitsrates, auch wenn dieser Sicherheitsrat leider häufig blockiert ist. Und ich lese und spüre ja, dass viele sagen, was leisten die Vereinten Nationen? Natürlich bleiben sie im Alltag. Sie müssen es tun, hinter den Idealen zurück. Aber ist das ein Grund zu sagen, ohne die Vereinten Nationen würden wir besser leben? Ich sage ein völlig klares Nein. Zerstören kann man Institutionen schnell, wieder aufbauen ist unglaublich schwierig. Und wir alle wissen doch, was uns heute herausfordert, was uns gefährdet,
Das können wir in den allermeisten Fällen eben nicht national, sondern nur noch gemeinsam lösen. Und deshalb müssen wir uns zu dieser Gemeinsamkeit bekennen. Und daher verdienen Sie, sehr geehrter Herr Generalsekretär, lieber Antonio Guterres, jede Unterstützung. Jede Unterstützung für das, was Sie im täglichen Alltag tun, genauso wie für die Reform der Vereinten Nationen. Wir müssen den Präventionsgedanken nach vorne stellen. Wir müssen verhindern, dass Konflikte entstehen. Und dafür ist die Agenda 2030 mit den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen ein guter Wegweiser. Und wir wissen, dass wir Armut und Hunger bekämpfen müssen, wenn wir Frieden wollen. Wir wissen, dass wir Zugang zu Bildung schaffen müssen, dass wir die Natur schützen müssen und dass wir wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit stärken. Wir wissen in Deutschland um diese Herausforderung und freuen uns 2 Jahre lang als nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates an dieser Agenda mitarbeiten zu können. Der Erste Weltkrieg hat uns gezeigt, in welches Verderben Isolationismus führen kann. Und wenn Abschottung vor 100 Jahren schon keine Lösung war, wie könnte sie das heute sein? In einer vielfach vernetzten Welt mit 5-mal so vielen Menschen auf der Welt wie damals. Und deshalb haben wir für unsere G20-Präsidentschaft im vergangenen Jahr das Motto genommen, eine vernetzte Welt gestalten. Und wir werden auch eng mit der französischen G7-Präsidentschaft zusammenarbeiten, um diesen Gedanken auch voranzubringen. Eine enge internationale Arbeit auf der Grundlage gemeinsamer Werte, wie sie uns die UN-Charta vorgibt. Das ist die einzige Möglichkeit, die Schrecken der Vergangenheit zu überwinden und eine vernünftige Zukunft gestalten. Und meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir Deutschen haben erlebt, nach den Schrecken, die wir mit dem Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen angerichtet haben, dass uns die Hand zur Versöhnung gereicht wurde, dass man der jungen Bundesrepublik damals viel Vertrauen entgegenbrachte. Und so wurde der Weg von uns in die Weltgemeinschaft überhaupt nur möglich. Und ein Kern davon war die deutsch-französische Freundschaft. Und das haben wir vorausschauenden, mutigen Frauen und Männern zu verdanken, wie Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer. Sie haben den Weg geebnet, alte Rivalitäten hinter sich zu lassen und auf einen friedlichen Ausgleich und Zusammenarbeit zu setzen. Es erfordert Mut, zu den eigenen Menschen zu gehen, wenn man politische Verantwortung trägt und zu sagen, ich muss einen Kompromiss machen. Aber Kompromisslosigkeit ist der sichere Weg in einen großen Unfrieden. Und auch andere Nachbarn haben menschliche Größe, Mut zur Versöhnung gezeigt. Ich möchte an Władysław Bartoszewski aus Polen erinnern, der sich schon vor Kriegsende 1945 über eine künftige Verständigung zwischen Polen und Deutschen Gedanken gemacht hat. Heute sind wenige Vertreter aus Polen unter uns, weil sie heute den 100. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit feiern. Denn mit dem Ende des Ersten Weltkriegs oder eher der Wiedererlangung ihrer Unabhängigkeit, weil sie weit über 100 Jahre geteilt waren zwischen Deutschland und Russland. Viel zu lange konnten Menschen in Europa an dem Friedensprojekt nicht so teilhaben. Der Kalte Krieg hatte sie getrennt. Aber es ist heute so, dass wir gerade auch in Europa die Erfahrung gemacht haben, auch wieder zusammen zu sein, wir Deutsche ganz besonders. Ich möchte Emmanuel Macron und den Initiatoren dieses Friedensforums danken, dass wir nicht nur Politiker sind, sondern dass hier Nichtregierungsorganisationen, Verbände, Vereinigungen, Forscher, Bürgerinnen und Bürger mitmachen. Denn Frieden kann kein Projekt nur von Politik sein. Frieden muss erarbeitet werden von den Menschen in unseren Ländern. Und deshalb ist die Friedensarbeit so vielfältig. Und deshalb danke ich ganz herzlich, dass dies keine Eintagsfliege ist, wie wir in Deutschland sagen würden, sondern dass dies ein Prozess ist, dass aus diesem 100. Jahrestag des Waffenstillstands nach dem Ersten Weltkrieg ein Prozess für mehr Frieden wird. Ich mache mir keine Illusionen, dass dies ein komplizierter Weg ist, aber wenn wir alle daran glauben, dass wir es gemeinsam anpacken müssen, dann haben wir eine Chance, eine bessere Welt zu gestalten, und die müssen wir nutzen nach dem, was wir erlebt haben. Herzlichen Dank.
Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, il y a 10 ans, en 2008, mourait à l'âge de 110 ans le dernier combattant français connu de la Grande Guerre, M. Lazare Ponticelli. Chaque 11 novembre, M. Ponticelli, immigré italien, honorait la promesse faite à ses camarades tombés trop jeunes au combat. Il se rendait au monument aux morts pour penser à eux. À la toute fin de sa vie, il avait finalement accepté de témoigner dans les écoles. Et son témoignage commençait ainsi, et je cite, « D'abord, je n'ai jamais su pourquoi on se battait. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, ce pourquoi a recouvert avec le temps l'élan patriotique et le sacrifice des morts. Mais l'horreur des grands conflits mondiaux ne peut être oubliée. Une horreur que la reproduction de la Guernica de Picasso, que je me rappelle toujours quand je passe devant elle pour me rendre au Conseil de sécurité des Nations Unies. Une horreur que ne doit jamais remporter l'espérance. L'espérance avec laquelle j'accueille mes hôtes à la salle de réunion du 38e étage du siège des Nations Unies, qui est ornée d'une tapisserie de Matisse, Polynésie, le ciel, au bleu profond et apaisant. Et c'est cette même espérance qui est à l'origine de l'essor du multilatéralisme au XXe siècle. En 100 ans, la volonté de régler les conflits de façon pacifique par des règles communes s'est musée en un système universel d'institutions dans les domaines politiques, économiques, sociaux et environnementaux. Il repose sur des valeurs affirmées dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée ici même à Paris il y a 70 ans. Mais cette espérance est aussi manifeste dans la réconciliation franco-allemande et dans la construction européenne. Et je suis très heureux de m'exprimer ainsi auprès du président Macron et de la chancelière Merkel. Plus que tout, 100 ans après, à quelques kilomètres de la clairière des Rotondes, ce forum de Paris sur la paix, avec son enthousiasme pour des solutions collectives, prend son sens. Et je veux remercier très vivement le président Macron de cette féconde initiative. Chers amis, ces 100 années nous semblent une éternité. Et pourtant, si l'on y songe, ils sont une infime fraction dans l'histoire mondiale. Ne serait-elle d'ailleurs qu'une simple réaction à la dévastation des deux guerres mondiales? Je pense que non. Celles-ci ont provoqué un rappel à l'essentiel. Dans son livre « Les somnambules » que la chancelière Merkel a référé, l'historien Christopher Clark a réexaminé les origines de la Première Guerre mondiale et il complète l'analyse des rivalités nationales en insistant sur l'aveuglement des dirigeants politiques. Enfermés dans ces perceptions faussées de leurs adversaires, coupés des réalités du monde et des peuples, ils précipitèrent une guerre illimitée. Bien des éléments d'aujourd'hui me semblent empruntés et au début du XXe siècle et aux années 30, laissant craindre un engrenage imprévisible. Le premier élément est la crise financière de 2008. Rappelons-nous, 10 ans après le crash boursier de 1929, débutait la Seconde Guerre mondiale. Force est de constater que la leçon a été retenue en 2008. Une grande dépression a été évitée par un arsenal budgétaire et monétaire sans précédent pour soutenir la demande et sauver le système financier. Et pourtant, malgré le retour à la croissance de l'économie mondiale, la facture a été réglée dans les votes de l'année 2016 des deux côtés de l'Atlantique, et plus largement en Europe et dans le monde. La revanche du politique sur la rationalité macroéconomique
qui traduit la déstabilisation des classes moyennes, le blocage de la mobilité sociale par la stagnation des salaires, les inégalités croissantes et une indignation des peuples face à la trahison des élites. D'ailleurs, le mot historique « trahison des clercs » qui a été aujourd'hui prononcé par le président Macron dans le discours de notre cérémonie officielle. Deuxième élément, les années 30 virent des démocraties emportées par une vague totalitaire. On n'est pas dans la même situation aujourd'hui, mais on constate une polarisation de la vie politique et de la société elle-même qui érode dangereusement les droits et libertés fondamentales, les principes démocratiques et l'état de droit. Les systèmes politiques et les constitutions sont mis à l'épreuve des préjugés identitaires, du terrorisme et de la corruption de l'information. Reposant sur les multiples fils du vivre ensemble et de la culture, ils sont fracturés par le vivre en parallèle et la fusion des passions ethniques, religieuses et nationales. Ces passions aigres ont nourri les replis nationalistes et l'antisémitisme dans les années 30. Ne le perdons jamais de vue, surtout aujourd'hui. Mesdames et messieurs, l'affaiblissement de l'esprit de compromis propre aux démocraties et l'indifférence à l'égard des règles collectives sont le poison du multilatéralisme. Et j'en vois malheureusement des signes réels. Le premier est la division du Conseil de sécurité, notamment sur le conflit syrien, qui signe le retour des systèmes d'alliance au Moyen-Orient et surtout le sacrifice de la population syrienne. Le deuxième est une dynamique de confrontation commerciale, dynamique qui montre le retour du bilatéralisme contre le multilatéralisme commercial incarné par l'Organisation mondiale du commerce et son organe de règlement des différences. Souvenons-nous là encore des années 30 et de leur cortège de dévaluation compétitive qui provoquèrent l'effondrement des 3/4 des échanges et des paiements mondiaux en une décennie. La troisième est la crise de confiance traversée par l'Union européenne. Et bien qu'aujourd'hui je sois secrétaire général des Nations Unies, je n'oublie pas mes origines européennes. La construction européenne ne saurait perdre l'adhésion des populations européennes. C'est une hypothèse qu'il est urgent et possible de lever. Too meaningful to fail, serais-je tenté de dire à mes anciens collègues européens. Chers amis, je ne suis pas fataliste. Je me dois en conséquence d'essayer de prouver pourquoi le multilatéralisme n'est plus seulement une espérance, mais plus que jamais une nécessité. En premier lieu, le multilatéralisme a pour lui des résultats indéniables. Bill Gates rappelait récemment que la mortalité infantile a baissé de plus de moitié depuis 1990. Ce n'est pas seulement l'action des organisations multilatérales, c'est naturellement aussi l'action des États. Mais ce ne serait pas possible sans les organisations internationales. Nous voyons aussi que l'extrême pauvreté a baissé de 36% à 8%. Les campagnes de vaccination de l'Organisation mondiale de la santé ont permis d'éradiquer la variole. Et aujourd'hui, nous sommes très proches d'éradiquer la poliomyélite. 7,6 millions de décès du sida ont été évités grâce à un meilleur accès au traitement, une fois de plus, largement dû aux organisations multilatérales. Et dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité, plus d'1 million d'hommes et de femmes de 125 pays ont servi en 70 années dans les missions de maintien de la paix pour contenir l'extension des crises, pour protéger les civils et soutenir les processus politiques. Les casques bleus sont notre marque dans le monde. Une présence d'ailleurs au moindre coût. Le Government Accountability Office du Congrès américain estime ainsi qu'une opération américaine en République centrafricaine aurait coûté 10 fois plus cher aux États-Unis que la mission des Nations Unies, la MINUSCA.
Chers amis, oui, pour un jeune centrafricain, le multilatéralisme représente une nécessité et une espérance. Et pareil pour les 65 millions de réfugiés et déplacés dans le monde. Mais 10 années comme haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés m'ont convaincu que les preuves de déracinement ne pouvaient être évitées que pour la prévention des conflits et pour une meilleure intégration des actions de développement et de protection des droits de l'homme dans nos efforts en faveur de la paix. Mesdames et messieurs, chers amis, le cadre multilatéral s'avère également indispensable pour régler les crises de prolifération nucléaire. C'est bien l'unité du Conseil de sécurité dans les cas iraniens et nord-coréens qui ont ouvert la possibilité d'une solution négociée tant en 2015 qu'en 2018. A contrario, une intervention unilatérale ou d'un groupe d'États n'est pas en soi un gage d'efficacité et d'économie. Et l'intervention en Irak fournit bien une preuve par la négative en faveur du multilatéralisme. Il faut aussi reconnaître combien les conventions internationales ont facilité les interdépendances entre les peuples. Nous n'y pensons plus, mais n'oublions pas l'existence d'un droit de la mer codifié dans la Convention de Montego Bay ou de l'existence d'une organisation internationale de l'aviation civile, sans lequel probablement le transport aérien ne serait pas possible. L'histoire ne joue pas ici au dé, puisque le père de notre droit international, le Hollandais Grotius, a le premier formulé au XVIe siècle le principe de la liberté des mers. D'ailleurs, à ce moment-là, contre l'Espagne et le Portugal. Principe qui était le corollaire de la liberté du commerce, reconnue bien avant l'existence de l'OMC. Mesdames et messieurs, les Nations Unies demeurent aujourd'hui le centre où s'harmonisent les efforts vers la paix et le développement durable. Lors du récent débat de l'Assemblée générale en septembre dernier à New York, 126 chefs d'État et de gouvernement m'ont fait l'honneur de leur présence au siège. Et mes services ont organisé sur une semaine 566 réunions de haut niveau et 1676 rencontres bilatérales. Il y aurait un certain vertige à penser que cela ne soit que des paroles. Les gouvernements ne pourront répondre aux attentes de protection de leur population en absence d'une coopération internationale. Et le récent débat de l'Assemblée générale m'a convaincu que la prise de conscience est large. Les thèmes mentionnés plus de 100 fois dans les discours des chefs de délégation furent tous globaux. L'agenda 2030 pour le développement, 158 fois. Le changement climatique, 146. Le terrorisme, 123. L'émigration, 100 fois. Chers amis, le premier de ces comptes à rebours, selon le mot juste de mon ami Hubert Védrine, est naturellement le défi climatique. L'horloge tourne déjà. Si nous ne changeons pas le cap dans le futur immédiat, nous perdrons le contrôle de la situation. À quelques jours de la COP 24, je le dis clairement, nous, dirigeants mondiaux, ne pouvons être des somnambules. Il ne sert à rien de construire des châteaux de sable avant une grande marée en prétendant être des ingénieurs. Ce ne sont pas des jeux d'enfants, nous jouons avec l'avenir de nos enfants. Le récent groupe d'experts intergouvernemental a produit un rapport sur l'évolution du climat qui devrait nous servir de réveil. Les réalités sur le terrain dépassent aujourd'hui les prévisions les plus pessimistes. Le changement climatique va malheureusement bien plus vite que nous-mêmes. Les désastres naturels deviennent plus fréquents, plus intenses, plus destructeurs. La banquise de l'Arctique rétrécit, la désertification progresse et les coraux blanchissent. Chers amis,
Le deuxième défi est celui de la démographie et des migrations. Il a fallu du Big Bang jusqu'à 1820 pour atteindre le milliard d'habitants sur la Terre. Aujourd'hui, nous approchons les 8 milliards d'habitants et la moitié de la croissance de la population mondiale sera en Afrique. Dans un contexte de réchauffement climatique, d'inégalité et de conflits, les migrations resteront un phénomène durable et il faut retrouver la raison dans ce débat sur les migrations. Sans coopération internationale, et si nous nous replions derrière nos frontières nationales, nous sacrifions nos valeurs collectives et nous perpétuerons la tragédie des migrants exploités par les pires des trafiquants. Notre troisième défi est technologique. Après l'invention de l'imprimerie, les révolutions numériques font du virtuel un nouveau territoire. Il nous est donné de connaître l'une des révolutions qui accouchent d'un monde nouveau. La transformation digitale bouleverse nos économies et sociétés. Bientôt, l'intelligence artificielle redéfinira le marché de l'emploi et la nature du travail lui-même. Immense opportunité, l'Internet sert hélas aussi à manipuler l'information. La cybercriminalité se répand, les groupes terroristes y développent les discours de haine et y recrutent des jeunes en rupture. Et le principal risque aujourd'hui est l'écart entre les innovations et notre cadre juridique dont les concepts de base échappent à la dématérialisation. Mesdames et messieurs, chers amis, la combinaison de ces trois défis survient à un moment de grande anxiété et de désordre géopolitique qui accroît les risques de confrontation. Car le temps d'une hyperpuissance en capacité de réassurer l'économie mondiale ou de garantir la sécurité internationale est révolu. Notre monde semble chaotique pour le moment, mais il évolue vers une multipolarité multidimensionnelle. Mais il serait faux de considérer que cette multipolarité en elle-même est la solution. Sans un système multilatéral et sans respect des règles internationales, le risque est alors un retour au seul rapport de force, au mécanisme d'incitation-sanction et à une spirale des conflits larvés. C'est pour cela que je ne me résigne pas à voir un assaut sur le multilatéralisme quand il est le plus nécessaire. Et je crois au contraire à un multilatéralisme réformé, fort et en mouvement, et c'est le sens de mon action en tant que secrétaire général des Nations Unies. Je ne peux ici détailler d'ailleurs l'ensemble des réformes que mes collègues dans les autres organisations internationales et moi-même entreprenons dans cette direction. Mais permettez-moi d'adresser au personnel de nos organisations ma reconnaissance. Ils travaillent dans les lieux où personne d'autre ne vont, sur les missions les plus dangereuses. Chers amis, je crois profondément que ce multilatéralisme ne peut être fort que de ses États. Seuls des États solides ont l'énergie de s'engager, puis d'expliquer aux citoyens la règle qu'ils ont acceptée de s'imposer avec les autres États. J'en sais moi-même la difficulté comme ancien Premier ministre. Une règle multilatérale est un compromis qui est plus difficile à réformer qu'une loi nationale. Et souvent, les peuples voient ce qu'elle impose, non ce qu'elle préserve. Il est donc essentiel que les États renouvellent leur pacte citoyen. Il faut reconnaître avec Jürgen Habermas qu'une démocratie moderne respire grâce à un flux continu de communication entre société civile et autorités politiques. Un flux qui doit participer directement à la formation des décisions politiques. Ayant grandi sous une dictature, je le sais d'expérience. Et ce principe devient aussi de plus en plus valable au niveau global. Il nous faut un multilatéralisme inclusif en étroite relation avec la société civile et la communauté des affaires. Le renouvellement du pacte citoyen ne peut
En outre, faire l'impasse sur la question centrale des inégalités. Et je félicite le président Macron d'en avoir fait la priorité de la présidence française du G7 en 2019. La lutte contre les inégalités dans le monde, la lutte pour l'éradication de la pauvreté doit constituer la boussole de l'action des organisations multilatérales. Elle est au cœur de l'agenda 2030 et des Nations Unies et de ses objectifs du développement durable. Et dans ce contexte, ma mission est simple. Faire des Nations Unies une organisation le plus efficace pour mieux servir les populations pour qui nous sommes une nécessité et une espérance. Et par conséquent, la réforme du secrétariat des Nations Unies a été une priorité dès mon arrivée et notre organisation doit devenir exemplaire. En particulier, elle doit être respectueuse de la diversité géographique et de l'égalité hommes-femmes. Je suis convaincu que les femmes ont en main une clé essentielle de notre développement et de la paix. Et c'est pour cela que nous avons atteint la parité dans le management supérieur de l'organisation un an après mon entrée en fonction. Je poursuivrai dans ce sens la modernisation sans relâche des Nations Unies et je vous demande de m'accorder votre confiance et votre appui. Chers amis, la prévention et la résolution des conflits restent en tête de nos préoccupations dans le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Nous ne devrons jamais nous résigner à la souffrance des victimes de violences et d'actes terroristes, soit en Syrie, au Yémen, au Mali ou au Myanmar. Nos organisations doivent agir en réseau pour cela, un multilatéralisme en réseau. Et c'est le sens de notre partenariat privilégié avec l'Union africaine et l'Union européenne ou avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. À cette heure, les casques bleus de la MONUSCO, l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, appuyés par la Banque mondiale, avec des ONG comme Médecins sans frontières, agissent main dans la main avec le gouvernement congolais pour éviter la contagion d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. Il n'y a plus de solution sans une effective réponse multilatérale aux défis de notre temps. Et sur les 3 défis existentiels que j'ai mentionnés, nous aurons dans les prochains mois des échéances clés. Premièrement, il y a 3 ans, ici à Paris, les États avaient montré qu'un accord international est encore possible sur un des sujets les plus complexes, le changement climatique. Ce train ne repassera pas. Cet accord est notre horizon indispensable. Et la COP24 en Pologne constitue une étape clé dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Je vais organiser un sommet du climat en 2019 pour susciter des contributions nationales plus ambitieuses à la réduction des émissions de carbone et, in fine, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Mais aussi pour remplir la promesse faite de mobiliser les 100 milliards de dollars par an en faveur des pays en développement. Au-delà, n'oublions pas que les océans occupent 73% de la surface de la Terre et absorbent le tiers des émissions de carbone générées par les activités humaines. Je demande aux États membres de se montrer ambitieux dans la négociation d'un instrument normatif de préservation de la biodiversité en haute mer. Et à terme, et c'est une grande préoccupation du président Macron, la codification des grands principes du droit de l'environnement apporterait prévisibilité et clarté. Deuxièmement, les mouvements migratoires. Je me rendrai à Marrakech en décembre pour l'adoption du pacte global sur l'immigration. Ce sera le premier cadre international sur cette question sans être juridiquement contraignant. Mais il fournira une vision commune susceptible de contrer les préjugés infamants contre les migrants, tout en constituant une base de coopération internationale pour une migration sûre, ordonnée et régulière. L'exemple récent des lignes directrices sur le déplacement interne
montrent l'intérêt des textes de soft law. Sans être contraignantes, elles sont devenues utiles aux gouvernements dans leur politique de protection et d'intégration et dans leur coopération internationale. Et dans le même temps, je réitère mon appel à préserver l'intégrité du régime international de protection des réfugiés. Il reste pour moi, comme le droit international humanitaire, un étalon de mesure de notre humanité. Troisièmement, la révolution technologique. Je pense sincèrement que les évolutions technologiques sont un allié de taille dans la mise en œuvre de notre agenda 2030 pour le développement. Nous aurons demain un forum de gouvernance d'Internet à l'UNESCO sur l'Internet de la confiance. Et le symbole me frappe. La confiance dans les potentialités de la révolution numérique doit favoriser l'éducation et l'appétit de culture, non la haine et l'exclusion. À l'ère des données, nous devons trouver un équilibre entre innovation et régulation. Et ce travail est clairement devant nous. Je crois que certains domaines ne sauraient s'affranchir des règles de base du droit international. Mon agenda pour le désarmement souligne l'urgence et la nécessité de porter attention aux usages militaires des nouvelles technologies. Imaginez les conséquences d'un système autonome capable de repérer et d'attaquer de lui-même des êtres humains. Et j'invite les États à interdire ces armes qui sont politiquement inacceptables et moralement révoltantes. Mais au vu du rythme des innovations, nous devons aussi nous autoriser des formes allégées de régulation dans d'autres domaines du monde digital. Ce qu'elles perdent alors en force contraignante doit être compensé par un suivi rigoureux des engagements ainsi pris. J'ai créé récemment un panel de haut niveau sur la coopération digitale comme catalyseur de ce processus. Et je souhaite que les Nations Unies soient une plateforme où les gouvernements, les entreprises, la société civile et les chercheurs puissent se mettre d'accord sur des codes de bonne conduite, des lignes directrices et des engagements volontaires. Au final, il s'agit que la révolution digitale devienne une force positive au service du progrès. Chers amis, le multilatéralisme qui fait partie de notre quotidien risque de devenir périssable quand il est le plus nécessaire. Il fut un legs inestimable, un sursaut par lequel la dévastation se fit adhésion à une humanité commune. Votre présence pour défendre un multilatéralisme en action est une marque de confiance. Sachez qu'elle me rend aussi confiant dans cet avenir et plus encore déterminé. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement. Merci.